Nous venons de voir là les opérations de base que l'on a pour transformer, pour insérer, supprimer à l'intérieur d'un arbre binaire de recherche. Ce qui est intéressant, c'est de constater que toutes les opérations que j'ai faites étaient un parcours à chaque fois d'une des branches de l'arbre. Donc la plus grande branche, c'est celle qui va être la plus handicapante en termes de complexité. Alors, pour regarder ça, je vais donc me dire, tiens, c'est la hauteur de mon arbre qui va être importante. Cette hauteur H, qui va être je dirais, la bande supérieure sur mes opérations d'insertion et de suppression. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'intéresser à quelle peut être la hauteur d'un arbre quand j'ai n objets à l'intérieur. Donc là, on retrouve exactement ce que l'on avait fait précédemment. Si, au pire, c'est n. Par exemple, si vous avez quelque chose qui est comme ça, voilà, j'ai un arbre binaire de recherche, mais par contre, c'est exactement pareil qu'un tableau trié. Et là, ça prend n opérations si je veux insérer quelque chose à l'intérieur. Donc ça revient à dire que vous avez quelque chose qui est inséré par ordre croissant ou décroissant, ou même des choses un petit peu plus... vous pouvez avoir ici quelque chose du genre C. Oui, et puis là je peux mettre C. Ça peut être une structure dégénérée de ce type-là. Donc tout dépend de mon pire cas et de la façon dont c'est organisé. Et si j'ai le meilleur cas, le meilleur cas, ça revient à avoir la hauteur minimale pour notre arbre. Et donc la hauteur minimale pour notre arbre, donc ça c'est à savoir par cœur, en gros, c'est logarithme en base 2 de n. C'est-à-dire que si tout se passe bien, les opérations que je vous ai présentées tout à l'heure, elles sont en logarithme en base 2 de n. Et donc là, c'est atteint quand j'ai un arbre qui est parfaitement équilibré. Quelque chose comme ça. Donc là, c'est la meilleure des possibilités. Alors, maintenant, si j'insère successivement des éléments dans un ABR, vous voyez que vous avez quand même un peu de liberté, enfin pas grand-chose, mais vous pouvez insérer les éléments les uns après les autres. Et donc on se rend compte qu'on va générer un arbre, et que cet arbre, il est binaire, il a n sommets, mais il peut avoir des formes très très variées. Et donc on peut se poser la question, en moyenne, c'est quoi la forme d'un arbre binaire de recherche? Donc ça, c'est une analyse qui est pas à destination des terminales, bien sûr, c'est plutôt pour l'aspect formation pour le CAPES. En fait, ce qui va se passer, qui va être étrange, c'est que si vous insérez les éléments dans l'ABR de façon un peu aléatoire, vous aurez une profondeur moyenne qui sera de l'ordre de log n. Et c'est ça le résultat que l'on va essayer que je vais au moins vous indiquer la façon d'y arriver. Si je suppose que tous les ordres sont possibles d'insertion, donc j'ai factoriel n ordre possible, et puis je peux regarder la première clé, la deuxième clé, la troisième clé, etc. Et donc je peux me positionner par rapport à quelle est la valeur de la première clé. Si je tire aléatoirement toutes les clés qui m'intéressent, c'est-à-dire l'ordre des clés, la première clé, la clé de la racine, c'est comme si je la tirais uniformément sur toutes les clés possibles à insérer. Et donc, en gros, j'ai une loi uniforme sur la première clé. Donc, en gros, à gauche, je vais avoir un tableau de taille i, et à droite, un tableau de taille, un ensemble de taille n-1 i. Et donc, voilà, donc je vais avoir une répartition en deux groupes. Donc, le sous-arbre gauche, j'ai mis le i-1, contient i-1 nœud, et le sous-arbre droit contient i nœud, c'est-à-dire que la clé que j'ai choisie, c'est la im clé dans l'ordre des clés. Alors, ce que je vais faire à partir de là, je vais essayer de regarder la profondeur de chacun des nœuds et la profondeur moyenne des clés. Donc, le faire en moyenne. Si je note P de A, la somme des profondeurs de tous les nœuds. Donc, c'est la distance de la racine de l'arbre jusqu'à l'élément X, pour X, un élément de l'arbre. Si j'ai un arbre ayant n nœuds, alors je vais avoir quelque chose qui est la profondeur
de l'arbre, c'est la profondeur du gauche, plus la profondeur du droit, plus n-1, qui correspondent aux n-1 nœuds qui sont à un niveau en dessous par rapport à ma profondeur. Alors ça se démontre très bien, hein, il suffit de le redécouper, hein, et puis je me retrouve avec une équation qui va me dire que voilà, j'ai la profondeur de G plus la profondeur de D plus le nombre de nœuds de D plus le nombre de nœuds de G, ce qui me donne mon résultat PG plus PD plus N-1. Donc ça, c'est de façon tout à fait générale. La somme des profondeurs de tous les nœuds est égale à la somme des profondeurs du sous-arbre gauche, la somme des profondeurs du sous-arbre droit, plus N-1, puisque j'ai N-1 sommé dans le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit. Donc, si je m'intéresse maintenant à la valeur moyenne, ce que ça va me donner, c'est que je vais avoir ici Pn, la profondeur moyenne, qui est en fait, ici, ça c'est la moyenne. Je fais la moyenne sur toutes les racines possibles. Ça, c'est le coût associé lorsque la racine. Donc, j'ai quelque chose de tout à fait sympathique. Et donc, après, on peut faire un peu d'algèbre, transformer tout ça, ça se transforme très bien. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve que Pn, c'est quelque chose de l'ordre de n log n. Donc, Pn, c'est la somme des profondeurs de chacun des nœuds. Donc, j'en déduis que la profondeur moyenne d'un nœud est de l'ordre de log n. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous construisez votre ABR en injectant à l'intérieur de façon plus ou moins aléatoire des éléments, eh bien, in fine, vous aurez une profondeur moyenne qui sera de l'ordre de log n. Donc vous allez rechercher un élément, ça vous prendra un temps qui est de l'ordre de log n. Et là, on se retrouve avec quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que le coût moyen de la recherche va être log n, le coût moyen d'une insertion, ça va être log n, le coût moyen d'une suppression, ça va être également de l'ordre de log n. Hein, donc on a quelque chose qui est tout à fait intéressant. Mais par contre, le coût total de construction de l'arbre, ça va être les n éléments que vous allez insérer, donc ça va être de l'ordre de n log n. Donc il y a même mieux, hein, on peut montrer aussi que la hauteur moyenne d'un ABR, hein, que vous générez comme ça, est de l'ordre de log n, qui est un peu plus fort que juste la profondeur moyenne des nœuds. Alors, une application évidente des ABR, c'est comme on a une structure qui est triée, ou semi-triée, ça accélère la recherche. Qu'est-ce qui se passe lorsque je parcours mon ABR? Eh bien, lorsque je parcours mon ABR, c'est facile. Si je fais un parcours infixé, j'obtiens exactement la suite de mes éléments qui est triée. Hein, si vous avez, par exemple, quelque chose comme ça. Lorsque je fais mon parcours infixé, je vais faire ça. Je descends. Là, je traite A. Je remonte. Je traite B. Je descends. Je traite C. Je remonte. Je traite D. Je descends. Je traite E. Et donc, j'ai bien effectivement A, B, C, D et E qui sont obtenus. Donc en fait, je peux parfaitement faire un tri par ABR. Hein. Tant qu'il existe des données, je les insère dans l'ABR, et puis après, je fais un parcours infixé de mon ABR. Le coût du parcours en profondeur infixé, c'est grand O de n. Le coût des n insertions successives, en moyenne, c'est du n log n. Donc vous avez un tri qui est en n log n. Alors, ça ressemble très fortement au tri rapide dans lequel on segmente l'ensemble des données, on met celles qui sont plus petites à gauche et celles qui sont plus grandes à droite. Donc en fait, le tri par segmentation construit un ABR. Sauf que il met tout de suite l'élément dans sa bonne place à l'intérieur du tableau. Donc ça, c'est la segmentation. Et donc ce que je vois quand je regarde effectivement ces deux algorithmes, l'ABR et le quicksort, c'est exactement le même principe qui est derrière.
Sauf que l'ABR procède de haut en bas et le tri rapide de bas en haut. Donc c'est juste une façon d'écrire différente du même schéma. Alors, la complexité du tri rapide, on l'a vu, c'est en grand O de N2, alors où on va le voir, en grand O de N2 et en moyenne en grand O de N log N. On est exactement sur les mêmes propriétés que pour notre tri par ABR. Alors on a un peu de marge de progression, c'est-à-dire que là on a un coût moyen et un coût pire. On pourrait essayer de faire mieux et d'essayer d'avoir des arbres, de construire des arbres qui soient mieux fichus, mieux balancés. Donc si par hasard j'arrive à construire dans mon arbre, dans mon insertion, à avoir quelque chose qui est de l'ordre de log n, ça serait super. Et donc c'est ça que je vais essayer de contrôler. Alors d'où ça vient ces déséquilibres que je peux avoir dans l'arbre? Eh bien tout simplement c'est l'insertion de suites partiellement triées, donc ça pose des problèmes, ou la suppression de branches qui sont déjà légères, donc qui vont déséquilibrer l'arbre, etc. On a plein de façons effectivement d'avoir un arbre qui est très déséquilibré, qui donne des mauvais coups. Alors pour améliorer les opérations, deux façons, on peut améliorer au fur et à mesure. On va essayer de rester équilibré, donc ça c'est rajouter des opérations en plus au moment de l'insertion et de la suppression, et on va essayer de tester de façon à rester avec quelque chose qui est de l'ordre de log n, c'est le cas des arbres AVL, donc là vous pouvez voir dans le Cormen effectivement les explications de ces arbres, ou alors vous pouvez améliorer la structure, et on change effectivement la racine, on peut modifier par exemple l'arité des nœuds, donc pour essayer d'avoir quelque chose de plus plat, et dans ce cas-là ça marche aussi. Et là, je donne un exemple qui est utilisé, par exemple, dans les stockages dans les bases de données, les B-arbres, qui consiste à dire, je vais mettre plusieurs clés au sein d'un nœud, et puis je vais avoir des sous-arbres que je place en dessous, entre les clés. Ici, vous avez un sous-arbre AB qui est à gauche de C, D qui est entre C et E, donc ici, j'aurais dû mettre un trait. Voilà. K et L qui sont plus petits que M, K. Donc ici j'ai M, ça c'est un sous-arbre gauche, un sous-arbre droit. Et donc on peut jouer sur l'arité, la capacité des nœuds, etc. Ça aussi c'est un très très joli sujet qu'on peut poser au CAPES, de travailler sur des B-arbres qui sont une simple généralisation de la BR. Alors l'insertion va se faire de la même façon, donc ça va être toujours en grand O de H plus des mises à jour que l'on va faire à l'intérieur. Et puis on a des opérations, et si le nœud est plein, c'est-à-dire qu'il a plein d'étiquettes, eh bien on va couper le nœud en deux, et cette opération va se faire aussi en grand O de H. Alors là aussi, je vous laisse regarder effectivement dans la littérature comment on peut effectivement réaliser ces coupes. Là je donne les éléments, mais c'est tout simplement, vous pouvez le faire par vous-même. Alors, en résumé de tout ce que nous venons de voir, on a eu ici une structure qui est dynamique, qui est un type abstrait de données qui maintient des propriétés, c'est-à-dire sous-arbre gauche et tous les éléments du sous-arbre gauche plus petits que la racine, plus petites que le sous-arbre droit. Et on a le maintien de cette structure avec un coût qui est de l'ordre de log n au maximum. Donc c'est extrêmement intéressant du point de vue de la complexité. Les coûts de recherche, insertion, suppression sont linéaires au pire, mais en moyenne, ils sont logarithmiques. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que c'est une structure qui va bien s'adapter. On va avoir quelque chose de relativement sympa, et on va avoir quelque chose qui va nous permettre, à faible coût de programmation, de garantir des performances qui seront efficaces. Alors on peut passer à un coût logarithmique, mais alors là, il faut effectivement modifier la structure, donc c'est ça ce que j'appelle enrichir la structure, et généraliser éventuellement en ayant plusieurs étiquettes par nœud.